Oui, bonjour tout le monde. Bienvenue à tous et à toutes dans ce webinaire qui porte aujourd'hui sur les principales nouveautés dans les programmes de bourse de carrière et de subvention du Fonds de recherche du Québec. Alors, je me présente, je suis Mathieu Fortin, je suis le directeur des technologies de l'information et du bureau de projet. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'être accompagné par plusieurs collègues qui sont associés au programme de bourse de carrière et de subvention dans les 3 secteurs. Puis, on espère qu'aujourd'hui, les contenus qu'on va vous présenter en amont de la publication de nos règles et de nos formulaires le 9 juillet vont vous permettre de bien vous préparer dans l'accompagnement de notre clientèle au cours du prochain cycle. Donc, on est conscient que vous jouez un rôle critique, un rôle très important auprès des personnes candidates à nos concours. C'est pourquoi on prend l'initiative encore cette année de vous présenter ces contenus aujourd'hui. Bien entendu, on est en mode, pas en mode embargo, mais presque, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous partage de l'information qu'on vous demande de ne pas publiciser, mais qui vous permettra, on l'espère, de bien vous préparer d'ici le 9 juillet là, pour la publication des règles. Donc, l'objectif du webinaire aujourd'hui, c'est de vous présenter les principales évolutions, que ce soit dans quelques aspects technologiques, mais aussi sur le CVFRQ, les règles générales communes, les règles des programmes dans chacun des secteurs. Au fur et à mesure de la réunion aujourd'hui, vous pouvez poser vos questions directement dans le clavardage ou dans le question-réponse. Comme ça, l'équipe pourra y répondre au fur et à mesure. Mais bien entendu, il y aura une partie à la fin là, où ce sera vraiment des discussions avec vous. Vous pourrez prendre la parole à ce moment-là. L'enregistrement de la rencontre d'aujourd'hui va être préparé et déposé sur la chaîne YouTube du FRQ. Puis, je vais vous envoyer un courriel personnellement pour vous aviser quand ce sera fait. Puis, évidemment, le communiqué du 9 juillet pourra s'y référer, vous donner les liens directement pour les consulter. Sans plus attendre, je partage mon écran. Donc, allons-y. Donc, c'est moi qui ai l'honneur de présenter le document aujourd'hui. Puis, chacune de mes collègues qui va présenter aussi, vont intervenir pendant que je partage l'écran. Un mot sur le projet FRQNet 2.0, c'est assez incontournable selon moi parce qu'on est arrivé à une étape importante. Le dernier cycle annuel de nos programmes, on a intégré les bourses de formation dans la nouvelle plateforme. Là, on est rendu au point où on intègre de nouveaux programmes, soit les bourses de carrière et les subventions individuelles. Donc ça signifie clairement pour vous que vous allez avoir des demandes à approuver tant dans la nouvelle plateforme que dans l'ancienne, en fonction de l'emplacement du programme lui-même. L'objectif de tout ça, c'est que l'an prochain, à pareille date, on va faire un autre webinaire dans lequel on va vous dire désormais, tous les nouveaux concours du FRQ sont gérés uniquement dans la nouvelle plateforme. Et en juillet 28, on vise la fermeture complète de l'ancienne plateforme. Plus de détails sont en préparation de ce côté. Donc, vous pourrez voir ça sur le site web probablement cet automne. Je vais donner plus de détails par rapport à la fermeture de l'ancienne plateforme. Donc, la mise à jour technologique, elle comprend une valorisation des identifiants uniques et pérennes. Je le répète, c'est très important. Donc, l'identité numérique commune qui est à adopter dès maintenant pour les individus, donc toutes les personnes, c'est vraiment ORCID. Donc, c'est une prise d'habitude qui est à faire dès aujourd'hui pour faciliter les usages futurs. Donc, on vise plus d'interopérabilité concrète avec l'écosystème de recherche. L'intégration de ORCID permet aussi de faire une liaison avec les DOI pour les octrois. Aussi, une gestion des organismes en recherche, le ROR, pour connecter FRQNet avec les universités, les bibliothèques, les partenaires, d'autres organismes au gouvernement. Donc, il y a vraiment une vision à long terme de l'intégration des identifiants uniques et pérennes. Mais dès cette année, on va avoir une nouvelle fonctionnalité au cours de l'été, au début de l'automne, c'est l'automatisation des envois automatiques vraiment de FRQNet vers ORCID. Donc, on va envoyer pour les chercheurs qui se connectent avec leur profil ORCID dans FRQNet, un texte qui dit désormais, dès que je reçois un nouvel octroi du FRQ, j'autorise le FRQ à le
transférés directement dans mon profil ORCID. Donc, ça, c'est pour assurer une meilleure traçabilité. Et bien entendu, on poursuit dans la stratégie de traçabilité des retombées de la recherche. Donc, on a un beau partenariat en ce moment avec les bibliothèques universitaires. On a créé une communauté de pratique avec plusieurs bibliothèques universitaires au Québec. On les salue s'ils sont avec nous aujourd'hui pour permettre de mieux faire le suivi des retombées, que ce soit des retombées quantitatives ou qualitatives. Les invitations pour un webinaire sur FRQNet vont bientôt partir. Donc, le 8 juillet, c'est un webinaire que je vais animer qui est un peu plus technique. On ne va pas parler des règles de programme ce jour-là, mais uniquement du processus d'approbation des demandes. Donc, approuver une demande d'un chercheur boursier, lui retourner la demande, gérer une date limite personnalisée, faire le suivi par courriel avec la personne. Ça, c'est des choses qui seront disponibles, bien entendu, à partir du 8 juillet et sur la chaîne YouTube par la suite. On prépare un guide aussi pour vous accompagner dans ce nouveau processus. Aujourd'hui, c'est moi qui ai le privilège de vous présenter les ajustements principaux aux règles générales communes qui seront disponibles à partir du 30 juin prochain. Donc, quelques ajustements par rapport au statut en recherche. Donc, le statut 4, on dit que les statuts 4A et 4B, ce sont des personnes qui apportent des contributions scientifiques faisant suite à une formation universitaire en recherche. Donc, les personnes qui se rapportent plutôt au statut C, D, E apportent plutôt des contributions à la recherche de type pratique professionnelle, personnelle, expérientielle. Donc, on a fait une mise à jour des textes pour les statuts 4. Aussi, une référence dans le rôle du chercheur principal, donc qui n'était pas là avant, donc on a fait un ajout. On dit, pour le chercheur principal, une personne assurant la direction scientifique du projet ou de la programmation en recherche, faisant l'objet de la demande de financement et dont le CV est requis. On a simplement ajouté un segment de texte pour souligner que le CV était requis. Par contre, pour ce qui est du co-chercheur, il y a un autre ajustement qui est apporté. Donc, personne participant à une demande de financement dont le CV ou des éléments du CV sont requis, mais on a retiré la portion qui concerne l'évaluation scientifique. Le reste, c'est la même chose. On a fait un ajustement terminologique. D'abord, par rapport à la notion de dossier, demande de financement. Ça, c'est quelque chose qu'on voulait faire depuis un certain temps. Donc, clarifier cette distinction entre un dossier et une demande de financement, ça nous aide, par exemple, à l'article 3.2. Toute page excédant le nombre autorisé est retirée, non pas du dossier, mais de la demande de financement soumise à l'évaluation. Ça, c'est plus précis. Article 3.2 aussi sur les modalités de présentation ou de transmission d'une demande. Donc, l'article précise que le non-respect des normes de présentation pourrait entraîner la disqualification de la demande sans préavis pour veiller à une évaluation équitable pour l'ensemble des personnes candidates. Donc, le texte qui est ajouté est souligné ici. Afin de veiller à une évaluation équitable pour l'ensemble des personnes candidates, les documents transmis doivent respecter les normes de présentation des fichiers joints, etc., etc. Article 3.2. Ça, c'est le même article que la page précédente. Dans le fond, là, on parle plutôt de l'intelligence artificielle. On a repris les contenus qui étaient déjà connus, qui étaient sur nos sites web depuis, je pense, janvier 2023. Et on a ajouté ces textes-là dans les règles générales communes parce qu'ils sont très importants. Donc, d'abord, les personnes candidates peuvent faire appel à des outils d'intelligence artificielle générative à différentes étapes de la préparation d'une demande. Il y a quelques précisions par la suite. Même chose du côté des comités d'évaluation. Bien entendu, les comités d'évaluation, les membres ne sont pas autorisés à insérer le contenu d'une demande de financement en tout ou en partie dans un outil d'intelligence artificielle générative public ou privé. Cette interdiction s'appuie sur la nécessité de protéger les droits de propriété intellectuelle des personnes candidates, la vie privée et la confidentialité des données. C'est très important pour nous. Mise en œuvre de la nouvelle politique d'éthique en recherche, donc ajustement apporté à l'article 5.5 sur la recherche responsable. Donc, ça se lit comme ça. Donc, les titulaires d'octroi et les établissements gestionnaires doivent souscrire aux pratiques exemplaires en matière d'éthique en recherche et d'intégrité scientifique, tout projet de recherche dont le financement provient totalement ou partiellement d'un octroi du FRQ, ainsi que tout projet de recherche mené sous l'autorité ou les auspices d'un établissement gestionnaire doivent
être conduits dans le respect de la dignité des êtres humains, du bien-être animal et de l'environnement conformément à la politique d'éthique en recherche. On a ajouté également une portion sur la sécurité de la recherche. Je salue mes collègues qui ont participé à la journée du 5 juin dernier qui portait justement sur sécurité en recherche ici à Québec. Solde des octrois, 6.10. On a ajouté une précision quant au fait que le fonds de recherche se réserve un droit d'effectuer des vérifications dans un contexte de report de sommes non dépensées. Article 6.11 sur la vérification. Donc, le texte, on vous le donne ici. Le fonds de recherche peut effectuer en tout temps des vérifications auprès des établissements gestionnaires, des titulaires de subventions, de co-chercheurs, co-chercheuses ou des titulaires de bourses de carrière ou de formation pour s'assurer que les exigences du FRQ sont respectées, notamment que les pratiques en matière de gestion des octrois sont appropriées et que les dépenses effectuées sont conformes aux règles des programmes. Donc ça, bien entendu, ça coule de source. On l'a ajouté aux règles générales communes pour plus de cohérence. Sensibilisation quant aux acquisitions responsables. Ça, c'est quelque chose qui est fait en collaboration avec d'autres partenaires au gouvernement. Donc, la stratégie gouvernementale de développement durable 23-28, le FRQ s'est donné comme objectif de favoriser un soutien financier qui s'appuie sur des principes de développement durable dans le cadre de ses subventions en recherche. Et puis, là, il y a quelques éléments qui ont été ajoutés pour préciser qu'on est en faveur de ces grands principes. Je ne vous l'ai pas au complet. Vous pourrez en prendre connaissance par la suite. Donc, je ne pense pas que ça va créer de grandes surprises, mais c'est important pour nous. On l'a ajouté aux règles générales communes. Une autre diapo qui concerne maintenant le site Web. Le site Web, on est toujours en processus d'amélioration continue. On a voulu faire des ajustements qui sont mieux alignés avec notre terminologie. Donc, on a ajouté dans la fiche de chacun des concours la date de lancement du concours. Puis, on a remplacé année de concours avec année de début d'octroi. Donc là, on a fait un exemple ici, tout simplement pour mieux orienter nos personnes candidates. Dans le sondage de satisfaction de la clientèle, parfois, on voit des commentaires qui nous font croire que peut-être que la clientèle se réfère à des règles des années antérieures. Donc, on espère que ce changement-là pourra atténuer ce phénomène. On veut vraiment que les règles des programmes, ça soit celles qui sont de cette année qui soient consultées. Un mot sur le CV-FRQ. Je pense que c'est ma dernière diapo avant de céder la parole à mes collègues. On a fait une consultation au cours de la dernière année. Donc, toutes les personnes qui ont utilisé le CV descriptif du FRQ, que ce soit dans les programmes de bourse postdoctorale, mais aussi la relève professorale NTSC, quelques programmes en partenariat du côté de santé. On leur a fait un sondage pour qu'ils nous disent comment ils ont apprécié leur expérience. Même chose pour les évaluateurs qui ont utilisé le CV descriptif et également les administrations de la recherche. Vous avez été nombreux à nous transmettre de l'information là-dessus. On vous remercie. Puis, on a synthétisé tous les commentaires reçus. Il y a un processus à l'interne qui a fait vraiment 6 recommandations, 6 orientations qui sont sur notre site Web. On a envoyé ça la semaine dernière ou la précédente dans l'infolettre. Donc ça, c'est déjà sur notre site Web. Là, je pourrais partager le lien dans la conversation après, sans souci. Bien entendu, le formulaire Web, vous savez, dans FRQNet 2.0, quand on vient pour remplir un CV FRQ, le formulaire Web qui est là, il va continuer de faire l'objet d'évolution technologique. Aujourd'hui, c'est un formulaire qui est en 3 sections, qui est plutôt statique, mais on veut le rendre plus interopérable. Donc, pouvoir insérer des tableaux, jouer un peu mieux avec la mise en forme, ça va être des choses qui s'en viennent. Mais bien entendu, le CV FRQ dans la nouvelle plateforme, en tant qu'administration de la recherche, moi, je vous invite à aller le remplir, aller voir de quoi ça a l'air. Les instructions sont à jour. À ce moment-là, c'est quelque chose qui est accessible à tous. Le 9 juillet, c'est certain que les instructions du CV FRQ elles-mêmes, donc les instructions qui accompagnent le CV, elles vont être mises à jour. On ne va pas faire une révolution de ça. Bien entendu, on reste avec les grands piliers du CV FRQ, mais il va y avoir des ajustements qui vont faire en sorte que ce sera plus clair. Puis, il y a aussi d'autres activités qui s'en viennent pour les évaluateurs, donc les membres de comité qui vont utiliser le CV FRQ cet automne. On va continuer de les soutenir dans leur travail. Puis, je veux vous remercier pour l'accompagnement que vous faites avec toute cette
tout ce bassin de personnes. Les personnes candidates, les membres de comité, je sais que vous nous appuyez dans cette transformation. Ici, je suis rendu au point où je passe la parole à mes collègues du secteur société et culture. Alors, je pense que je passe la parole à qu'a-t-elle, collègue? Oui, absolument. Bonjour tout le monde. Très heureuse d'être ici avec vous pour accueillir l'été avec cette séance traditionnelle de rencontre avec les bureaux de recherche. On a parlé aux agents de liaison pour les bourses hier. Donc, juste un petit point transversal à Société Culture pour commencer. Vous signalez qu'à l'en-tête de nos règles, vous trouverez cette mention que je vous partage à l'écran qui signale à la fois l'inscription du FRQ dans toute la démarche E3R, donc évolution de l'évaluation de l'excellence en recherche avec des liens afférents et pertinents. Et puis, on trouve aussi un lien vers notre déclaration de reconnaissance de la diversité des savoirs, incluant les savoirs autochtones. Ça, c'est un petit texte qui découle des travaux du groupe de travail sur le leadership en recherche des Premières Nations, qui est l'idée par le scientifique en chef et avec l'ensemble de nos vice-présidences à la recherche. Donc, parmi ses premières réalisations, ce groupe de travail compte la rédaction de cette déclaration qui donc sera posée verbalement dans certaines circonstances, certains événements que nous serons amenés à organiser, et puis qui donc que vous pourrez aussi trouver, donc consulter en cliquant. Là, on voit que c'est juste souligné, mais l'intégralité de la déclaration est accessible via lien quand on vous partagera la présentation. Tout ceci sera consultable. Donc, je voulais vous signaler ces petits appoints dans nos règles de programme en en-tête. Une forme de positionnement de l'organisation. On peut aller à la diapo suivante que je vois à qui je passe la parole. Et je passe la parole à Estelle Vandram. Je remercie les responsables de programme Société Culture qui sont là avec nous aujourd'hui. Ils travaillent très fort en arrière des écrans pour vous acheminer toute cette offre de financement en date du 9 juillet. Donc à toi, Estelle. Puis je te laisserai passer, Estelle, la parole à tes collègues qui eux-mêmes la passeront aux suivants et suivantes. Parfait. Donc, bonjour tout le monde. Donc, je voulais vous parler du programme de recherche en équipe en milieu collégial, autrement appelé PEC. Je voulais vous présenter les principaux ajustements qui sont apportés à ce programme-là. En premier, il est important de rappeler qu'une même demande ne peut pas être déposée simultanément dans les deux programmes du FRQ qui proposent des projets de recherche au collégial, et je pense ici au programme de santé. Ensuite, les critères d'évaluation ont été mis à jour à la suite des commentaires et recommandations des membres des comités d'évaluation et des bureaux de la recherche. On a analysé vraiment tout ce qu'on a reçu avec attention et ça nous a permis de revoir et d'améliorer la grille de critères. En gros, le critère portant sur le projet de recherche qui constitue le cœur de la demande est maintenant pondéré à 50 points. Un sous-critère a été scindé en deux et le plan de mobilisation des connaissances renforcé et mieux intégré. Le critère lié à la composition de l'équipe, maintenant fixé à 30, avec des sous-critères qui ont fusionné, et nous avons rehaussé et clarifié aussi l'importance accordée à l'émergence de la relève en recherche. Enfin, le critère de formation de la relève est établi à 20 points pour refléter son importance au regard des objectifs du programme. On a ajusté aussi un sous-critère pour mieux reconnaître l'obtention des bourses de recherche et faire un effet levier avec les bourses BIRC pour reconnaître le travail des chercheurs et chercheuses qui encadrent des étudiants financés par le FRQ. On voulait valoriser aussi cet encadrement. Donc, voici un peu ce qui a changé pour le programme de recherche en équipe au milieu collégial. Et je vous rappelle que c'est un programme qui est porté par un chercheur ou une chercheuse de collège qui peut intégrer des chercheurs et chercheuses universitaires. Voilà, je vais passer la parole. Donc, je pense à Marc. Oui, je pourrais commencer, puis Geneviève complétera au besoin. Bonjour tout le monde, merci pour votre présence. Donc, il n'y a pas de changement comme tel au programme de relève professorale, générale et recherche-création, à part que maintenant, on est dans la nouvelle plateforme FRQNet 2.0. Donc, c'est la grande nouveauté cette année dans l'espace demande. Et aussi, on veut souligner qu'il n'y aura pas de complément à l'admissibilité ou complément au CV. Donc, ce serait important que la lettre de l'établissement universitaire qui confirme le poste de professeur régulier, ce serait important qu'elle inclue les postes réguliers par le passé, parce que c'est nécessaire pour faire le calcul d'admissibilité. Donc, c'est pour des professeurs d'université depuis moins de 5 ans. Donc, si le professeur a eu des postes menant à la permanence
dans d'autres universités au Québec ou ailleurs dans le monde, ce serait important de l'ajouter parce que ça va être notre seule source d'informations, à part le CV, bien sûr, mais ce n'est pas toujours présent ou facile à trouver dans le CV. Donc, voilà pour ça. Je passe la parole à ma collègue Geneviève. Le soutien à la relève professorale en recherche-création. Donc, je vais tout de suite à appui à la recherche-création, donc pour les volets projets individuels et en équipe en recherche-création. Là aussi, je mentionne le curriculum vitae descriptif CVFRQ et le complément d'admissibilité qui sont requis dans le contexte de ces programmes. Donc, la chercheuse principale ou chercheur principal, évidemment, fournit son CV et le complément d'admissibilité, mais quand on est en équipe, les co-chercheuses et co-chercheurs doivent également soumettre le CVFRQ et le complément d'admissibilité. Ce dernier document est transmis au porteur ou à la porteuse de la demande afin qu'ils soient tous joints donc au formulaire. Et ça concerne donc le CVFRQ, tous les statuts. Donc, c'est la nouveauté pour le statut 4 notamment, artiste. Devra, dans l'équipe avec les co-chercheurs, chercheuses, donc fournir le CV FRQ. Un petit rappel là, pour le portfolio de création obligatoire. Si on n'a pas reçu le portfolio de création, bien évidemment, ça remet en question l'admissibilité de la demande. Simplement vous dire qu'il y a maintenant une nouvelle section dans le formulaire pour retracer cet hyperlien pour le téléversement du portfolio. Voilà. Oui, alors bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais introduire une série de diapositives concernant tout particulièrement les regroupements de chercheurs et chercheuses. Et on va débuter avec, je prends la parole au nom de mon collègue Bernard Vandal, qui est responsable de ce programme, donc soutien aux équipes de recherche, qui est un programme qui revient annuellement. Donc, ici aussi, le nouveau CVFRQ, bien entendu, est demandé dans le contexte de ce programme, ainsi que le complément d'admissibilité. Et vous avez le détail pour les co-chercheurs, co-chercheuses, dont justement ces documents sont requis. Donc, bien entendu, le chercheur principal ou la chercheuse principale, les personnes répondant au statut 1, 2, 3 des règles générales communes qui agissent en tant que co-chercheurs et qui sont responsables d'au moins un des axes de la programmation scientifique. Également, les personnes qui répondent au statut 3, donc chercheurs de collège des règles générales communes, qui agissent en tant que co-chercheurs dans la demande et qui sollicitent, le cas échéant, un financement relié au programme, soutien à la recherche collégiale, mieux connu sous l'acronyme CAGED. Également, les personnes de statut 4C, donc personnes des milieux de pratique, dont la contribution est requise dans le cadre équipe en partenariat ou comme responsable d'un des axes. Donc, pour cette sélection de personnes, bien, vous assurez donc que le CVFRQ est transmis au chercheur principal ainsi que le complément d'admissibilité et seront joints à la demande de financement. Pour les autres personnes qui prétendent au rôle de co-chercheurs, co-chercheuses dans l'équipe, tel que défini par les RGC et que leur statut rend admissible, donc seul le complément d'admissibilité est requis pour toutes ces autres personnes. Également, une nouveauté sur le programme soutien aux équipes de recherche, donc ce sera en aval du financement. Un rapport final sera attendu au cours des 12 mois suivants la fin de la période d'octroi, où l'ACP devront donc remplir un bilan des réalisations qui tiendra lieu de rapport final. Donc, voilà pour soutien aux équipes de recherche. On passerait maintenant au regroupement stratégique. Alors, pour rappel, le concours regroupement stratégique est actuellement été lancé en décembre 2025, donc il bat alors son plein, il bat ici son plein actuellement. Pour l'étape, nous sommes à finaliser l'étape des pré-demandes pour lesquelles donc tous
les regroupements concernés ont déjà soumis un formulaire en mai dernier. Formulaire pour rappel de format allégé, donc pour les centres et réseaux en fonctionnement qui viennent demander un renouvellement du financement et une prédemande de format détaillé pour les centres et réseaux qui souhaitent intégrer ou réintégrer le concours. La clôture de cette étape donc est prévue éminemment d'ici la fin juin 2026. Pour passer à la seconde phase, donc, du processus d'évaluation sur regroupement stratégique, soit l'ouverture de la demande complète en juillet 26. Cette demande complète se compose de 3 volets, le formulaire FRQ-Net, le module d'appui et le bilan des réalisations. Sur ce programme également, le CV-FRQ du chercheur ou de la chercheuse principale est demandé, ainsi que ceux des responsables d'axe et d'une sélection de 10 co-chercheurs, co-chercheuses qui sont sélectionnés par le regroupement lui-même et particularité également sur regroupement stratégique à ne pas oublier pour que la demande puisse être transmise au final, les consentements de tous les co-chercheurs, co-chercheuses qui sont requis. J'attire aussi votre attention sur les déclarations de l'établissement gestionnaire et des établissements partenaires pour lesquels vous êtes souvent invités à contribuer, évidemment. Je mentionne, bon, le dépôt de la demande complète est prévu le 18 novembre 2026. Je mentionne que pour les 2 programmes que je viens de mentionner, soutien aux équipes de recherche et regroupement stratégique, nous sommes toujours dans l'ancien portail FRQ-Net 1.0, donc une sorte de mode hybride entre l'ancien portail, mais avec le nouveau CV-FRQ et son complément d'admissibilité. Donc, on passerait maintenant à un autre programme, un nouveau programme, en fait, de regroupement de chercheurs et chercheuses que l'on appelait, disons, anciennement les infrastructures. Donc, le programme soutien au centre du secteur social œuvrant dans le réseau de la santé et des services sociaux, avec pour acronyme ainsi. Donc, à qui s'adresse ce programme plus spécifiquement? Eh bien, il est offert aux centres qui ont été financés au programme soutien aux infrastructures de recherche des instituts et des centres affiliés universitaires du secteur social, dont qu'on appelait plus communément les IU-CAU, dont le financement arrivera à échéance en mars 2027, ainsi qu'à de nouveaux centres de même nature qui souhaitent se qualifier auprès du fonds pour un financement infrastructurel. Donc, vous voyez ici qu'on est sur 2 volets, SIF1, fonctionnement 1, SIF2, fonctionnement 2, et vous aurez bien entendu plus de détails dans les règles qui sont maintenant disponibles sur notre site. Le montant annuel octroyé est de 215 000 pour une durée de financement de 5 ans. Pour ce qui est du CV-FRQ qui est également requis sur ce programme, c'est similaire au programme soutien aux équipes de recherche que je viens de mentionner et comme je le soulignais, donc le détail se trouve dans les règles qui ont été lancées en début de semaine. Je vous mentionne également qu'une capsule informative sera mise en ligne le 25 juin via la boîte à outils de la page du programme et un webinaire est à venir également vers la fin du mois d'août sur ce nouveau programme. Pour ce qui est maintenant des programmes internationaux qui sont gérés par le secteur société et culture, je vais laisser la parole à une autre personne de mon équipe pour programme de recherche conjoint Tunisie-Québec. Est-ce que… c'est Marc Bélanger, peut-être, si tu peux nous dire un mot sur le programme Tunisie. Mais sinon, j'enchaîne pour vous dire en oui, fait… excusez-moi, c'est parce que je répondais à une autre question, pardon. Oui, c'est un programme pour lequel on a fait une pré-annonce le 11 juin. Donc, si vous allez dans notre site Internet, vous pouvez le retrouver ou m'écrire personnellement. Donc, lancement le 1er septembre pour un dépôt de pré-demande le 1er octobre et la demande complète le 1er décembre. Il faut avoir un chercheur du côté tunisien pour présenter une proposition commune. Donc, vous avez une thématique obligatoire, puis il y a des sous-thématiques qui sont proposées, mais non imposées. Donc, voilà. Merci, Marie-Frédérique.
Aucun problème. Merci, Marc. Donc, je reprends la parole brièvement pour vous mentionner le programme Horizon Europe, donc un grand programme cadre de l'Union européenne qui vient financer des grands projets en recherche et innovation jusqu'à très gros montant, là, donc 95 millions en euros qui se déclinent en différents appels à projets. Une collaboration est exigée là, de 3 pays à minima, dont un de la Commission de l'Union européenne et peut aller jusqu'à une collaboration impliquant une dizaine de pays, même selon les appels. Donc, les chercheurs et chercheuses du Québec sont invités à créer des consortiums et à se joindre, oui, pardon, j'ai dit 1,95 milliard. Donc, voilà, des programmes très importants et la communauté, justement, des chercheurs, chercheuses québécois sont vraiment invités là, à joindre, comme je disais, des consortiums européens pour former de grandes équipes qui vont travailler dans différents piliers. Il y a des activités de maillage qui sont prévues pour ça et vous avez accès donc aux liens directement dans la présentation qui, je crois, vous sera fournie au terme de la rencontre. La question avait été posée d'ailleurs. Donc, notamment les regroupements stratégiques, donc, ont reçu un peu plus d'informations sur ce programme Horizon Europe. Et donc, on vous invite à faire circuler la bonne nouvelle. Ensuite, je crois que je passe la parole à ma collègue Geneviève. Oui, alors, l'appel à projet franco-québécois, en fait, rien de nouveau. L'évaluation scientifique est en cours et l'annonce des résultats est prévue pour l'automne, cet automne. On m'a déjà posé la question si cet appel revenait. Ben, pour l'instant, je n'en ai pas de réponse, mais c'est à suivre, évidemment. La diapo suivante, je vous présente la plateforme transatlantique qui a été, cet appel qui a été lancé quand même il y a au moins un mois, j'ai pas la date en tête, Préparer l'avenir, société et stratégie en période de transition. Et donc, c'est mon Dieu, la première chose que je dois vous dire, c'est que la demande, la lettre d'intention doit être présentée, soumise dans la plateforme Élan de la Fondation pour la recherche en Allemagne, DFG, que vous voyez là. Donc, ça, c'est l'urgence avant le 8 juillet. 3 chercheurs, chercheuses doivent faire partie de ce consortium international, dont évidemment une personne du côté canadien, mais en fait, doivent être des 2 côtés de l'Atlantique. Voilà. Et il faut voir dans les règles de programme quels sont les pays qui se sont joints, se sont réunis pour cet appel particulier, cet appel voilà. Et donc, la lettre d'intention qui est attendue pour le 8 juillet. Alors, seules les équipes qui auront soumis la lettre d'intention le 8 juillet pourront soumettre une demande complète le 28 octobre. Alors, il y a une demande complète sur la plateforme Élan pour le 28 octobre. Il y a une demande complète avec notre partenaire qui est le CRSH pour le 28 octobre dans leur plateforme qui, je crois, s'appelle Convergence. Et de notre côté, dans FRQNet également. Attention, on a la même date, mais on n'a pas les mêmes heures. Mais on a le temps d'en reparler si vous transmettez votre lettre d'intention. Voilà. Merci Geneviève. Oups. On va rester sur la diapo précédente. On va passer la parole à notre collègue Marion qui va vous présenter le dernier appel international. On parle de FNFR. Vas-y Marion. Oui, donc nous sommes heureux de pouvoir offrir aussi un financement complémentaire dans le cadre de l'initiative internationale conjointe de recherche de 2026 pour mobiliser des technologies de rupture pour relever les défis mondiaux. Je respire du Fonds Nouvelles Frontières en recherche. Donc, c'est une initiative internationale qui regroupe une quinzaine de pays et c'est un complément donc de 25 000 $ par an pour une durée de 3 ans maximum. Les personnes admissibles sont des chercheurs, chercheuses qui répondent au statut 1, 2, 3 des RGC, donc du Québec, qui pilote la partie canadienne d'une équipe transnationale. Dans le jargon du CRSH, c'est donc le ou la NPI qui a déposé un avis d'intention
une lettre d'intention et le 3 novembre prochain, une demande détaillée via le portail Convergence du CRSH. Et la date limite de la demande de financement complémentaire du FRQ est une bonne semaine après le dépôt de la demande détaillée au CRSH. Donc, c'est le 11 novembre via FRQNet. 16 heures et le formulaire sera mis en ligne au courant de l'été. Ce sera assez simple, donc pas besoin de fournir un CV, juste le complément d'admissibilité, budget, justification du budget et pas non plus besoin d'inscrire les co-chercheurs. Voilà, je pense que je repasse la parole à Catherine. Oui, merci beaucoup Marion. Donc, un peu de complexité, on voit sur certains appels internationaux, ça vient avec les beaux partenariats internationaux, ça prend évidemment chacun sa plateforme, chacun son formulaire parfois. N'hésitez jamais à interpeller nos responsables de programme pour plus, pour un accompagnement, pour mieux comprendre, ça nous fera très plaisir. Une diapo qui vous sera transmise, les dates importantes pour les programmes Société Culture et diapo suivante, quelques dates de webinaires. Ils n'y sont pas tous, mais ce qui est déjà dans la moulinette. Et je passe la parole à partir de la diapo suivante à ma collègue Nathalie Roy des Actions Concertées. Bonjour, merci. J'amorce, je fais le lien avec les webinaires, peut-être pour vous dire que dans le cours de la dernière année, on a eu une évaluation des actions concertées. On a eu certains messages qui nous a donné une très belle feuille de route et on vous a entendu. Donc, la première diapo fait écho à ça. J'ai fait le lien avec webinaire parce qu'on a fait un webinaire dernièrement auquel on vous a invité, vous et les chercheurs, chercheuses que vous représentez, pour venir comprendre mieux la mécanique des actions concertées et comment se passe l'aventure quand on décide de se lancer dans l'aventure des actions concertées, puis peut-être aider à aborder certains mythes en lien avec les actions concertées. Si vous avez apprécié la formule, faites-nous en part. Si vous trouvez que ça vous soutient pour soutenir à votre tour les chercheurs, revenez-nous. Ça va nous faire plaisir de refaire une prochaine édition de l'ABC des actions concertées. Donc, dans les améliorations, je laisserai Marion parler du bloc allègement. Oui, donc vous les voyez à l'écran. Donc, on ne demande plus de CV à l'étape de la pré-demande pour alléger cette étape pour que ça soit vraiment un essai qu'on peut faire assez léger. Et comme un petit peu pour s'aligner aussi avec les regroupements que Marie-Frédérique a présentés, donc depuis mai 2026, on demande juste une sélection de 5 CV des co-chercheurs, co-chercheuses, donc pas l'équipe au complet. On accepte une seule preuve d'appui d'un partenaire jugé incontournable. Ça peut aussi être un courriel pour alléger le tout encore une fois et c'est obligatoire seulement dans le volet recherche-action. On a aussi diminué le nombre de pages pour la description du projet et quelques documents pour les co-chercheurs sont demandés seulement en cas d'octroi. Voilà. Merci. Vous nous avez dit aussi, on vous a entendu, vous nous avez dit souvent que vous aimeriez savoir d'avance les thématiques qui vont être abordées, les concours qu'on va lancer dans le cours de l'année. On en a discuté avec certaines d'entre vous. C'est très difficile pour nous, comme on tient compte de plusieurs parties prenantes, y compris les partenaires qui doivent débloquer des budgets, les faire approuver, etc., pour le lancement des concours. Mais on a mis en place des mesures. Vous avez toujours accès au calendrier des concours et depuis quelques semaines, ce qu'on fait, c'est quand il y a une thématique qui s'en vient, qui est assez solide, on l'inscrit dans le calendrier des concours avec la formule à venir. On explore d'autres possibilités pour rendre ça visible, peut-être un calendrier des concours à venir pour l'ensemble des secteurs. Puis, on vous fait des pré-annonces. Dès qu'on sent qu'on a suffisamment de solidité sur un concours à venir, on vous fait une pré-annonce. Donc, vous allez avoir ces 2 moyens-là pour voir venir davantage. Également, les chercheurs qui participent aux actions concertées nous ont dit qu'ils mettaient beaucoup de temps à préparer des outils de vulgarisation puis de communication des résultats de leurs recherches et que ces résultats-là étaient peu valorisés, à la fois dans leur milieu, par leurs établissements, mais aussi par le fonds comme tel. Alors, on a mis sur place ils nous ont parlé aussi de l'importance d'amener les résultats de la recherche jusqu'aux utilisateurs. Donc, on a lancé depuis le mois de mai dernier, depuis le mois de février dernier, l'infolette du savoir à l'action qui est destinée au public d'utilisateurs des résultats de la recherche et qui met en valeur tout le travail fait par les chercheurs et les chercheuses qui sont financés dans le cadre des actions concertées. Pour la prochaine diapo, on ne les énumérera pas. Vous voyez à l'écran quels sont les concours qui sont à venir. On vous invite à communiquer avec nous si vous avez des questions pour l'un ou l'autre de ces concours-là qui sont tous dans l'ancienne plateforme dans FRQNet 1.0. Prochaine diapo.
Dans la marmite, justement, parlant de thèmes qui sont sur notre écran radar, je dirais pour la prochaine année, on va parler cannabis, mais d'un programme de projet probablement. Vous avez vu la semaine dernière qu'on a lancé de façon intersectorielle le réseau observatoire sur le cannabis qui est géré par nos collègues du Fonds Santé qui pourront vous en parler plus en détail. On a également un volet de bourse en partenariat qui est inséré dans les programmes réguliers, qui va apparaître dans les programmes réguliers de bourse de maîtrise, de doctorat et de post-doctorat en juillet cette année. On va parler itinérance et exploitation sexuelle en contexte autochtone, pauvreté, éducation, mobilisation des connaissances, désinformation, mésinformation, prévention en santé et changement climatique. C'est toutes des thématiques sur lesquelles on travaille à l'heure actuelle avec l'un et l'autre des partenaires qui sont inscrits dans la diapo. Je passe la parole maintenant à ma collègue Catherine du secteur Nature et Technologie. Merci Nathalie, bonjour à tous et à toutes. Je pense que nos collègues de Société Culture Action Concertée nous ont déjà mis la table sur ce qui va être présenté, dans le sens où on y va dans la même continuité. On va présenter essentiellement les grands changements et les grandes nouveautés dans nos programmes. On va commencer avec le continuum. On va parler un petit peu de quelques partenariats internationaux ou au Québec. Donc, je cède la parole tout de suite à nos responsables de programme. Donc, je pense que c'est Marie ou Margot. C'est Marie. C'est Marie. Alors, bonjour. Okay. Mon nom est Marie Vachon. Je suis responsable de programme au secteur nature et technologie. Puis, je m'occupe entre autres du programme projet de recherche en équipe. Pour les chercheurs, les professeurs universitaires, le secteur nature et technologie propose un continuum de financement et d'avancement de carrière qui comprend 3 programmes. Établissement de la relève professorale, NOVA, qui est une collaboration FRQ-CRSNG, et le programme projet de recherche en équipe. Pour ces 3 programmes-là, il y a des conditions d'admissibilité qui sont liées à l'étape de carrière du ou de la professeure universitaire qui présente une demande. Alors, pour établissement de la relève professorale, le professeur doit être en poste depuis 3 ans, moins de 3 ans, c'est-à-dire depuis le 3 septembre 2023 ou plus récemment. Pour NOVA, le professeur doit être en poste depuis 3 à 6 ans. Et pour le projet de recherche en équipe, le professeur doit être en poste depuis plus de 6 ans. Pour établissement de la relève professorale et pour NOVA, il peut avoir une prolongation là, de la période d'admissibilité là, pour des cas exceptionnels. Alors, on vous réfère aux règles des programmes pour ça. Il n'y aura pas de diapositive spécifique pour projet de recherche en équipe parce qu'il n'y a pas de changement majeur cette année. Alors, je passe tout de suite la parole à ma collègue Stéphanie. Bonjour. Donc, pour établissement de la relève professorale ANT cette année, comme certains de mes collègues l'ont mentionné précédemment, donc ça va être l'intégration du programme dans le nouvel espace demande du portail FRQNet. Cette année aussi, on va avoir un seul formulaire pour les 2 volets du concours, donc pour NCM Métropole puis NCR Région. Puis, dans le fond, on continue avec le CVFRQ qui avait été implanté l'année dernière, puis ça va être maintenant intégré dans l'onglet CVFRQ de l'espace demande. Puis, au lieu du complément d'admissibilité, cette année, on va avoir un onglet du formulaire intitulé « Emploi et compétences » où les personnes candidates vont pouvoir indiquer leur historique d'emploi. Cette année aussi, on a révisé les critères d'évaluation pour établissement de la relève professorale. Donc, on les a révisés selon les principes E3R. On a retiré la pondération par sous-critère. Puis, dans le fond, vous allez voir là, quand les règles de programme vont être accessibles le 9 juillet, on décrit maintenant là, les éléments de chaque critère sous forme de questions pour alimenter là, la réflexion là, des personnes candidates. Donc, ici, j'ai fait un petit tableau pour vous présenter là, grosso modo à quoi ça ressemble. Donc, maintenant, notre critère numéro 1 est toujours le projet de recherche. Il compte pour 60 points au lieu de 80 points. C'est là qu'on examine l'hypothèse des objectifs, l'approche et le réalisme et la qualité de la présentation. Ensuite, on a notre nouveau critère numéro 2, qui est les retombées potentielles du projet pour 20 points. Ce critère, c'était intégré au critère là, sur le projet de recherche auparavant. Donc, maintenant, c'est vraiment un critère à part entière. Donc, on regarde le soutien à la relève, les collaborations et les partenariats, puis la démocratisation des connaissances. Puis, le critère sur les compétences
de la personne candidate est maintenant reformulé pour leadership et engagement de la personne candidate, toujours pour 20 points. Donc, on regarde vraiment l'engagement en recherche, puis l'historique de diffusion des connaissances. Donc, maintenant, je vais passer la parole à ma collègue Margot. Bonjour à tous. Moi, je vais vous parler du programme NOVA, qui en est à sa 6e édition le 9 juillet. Donc, la 6e édition sera lancée. C'est un programme qui est offert en partenariat par le FRQ et le CRSNG, le 2e programme du Continuum, qui réunit des équipes dont la personne chercheuse principale est un chercheur ou une chercheuse du Québec. Il faut aussi un co-chercheur du Québec et un 3e co-chercheur du Canada hors Québec, donc les autres provinces et territoires du Canada. Les principales modifications cette année pour NOVA sont les suivantes. Donc d'abord, pour les 3 membres de l'équipe, donc co-chercheurs, chercheur principal et chercheur hors Québec, nous allons demander le CVFRQ et le complément d'admissibilité. Et ça va être à fournir donc, pour ces 3 membres d'équipe, à la fois au FRQ, sur l'ancien portail FRQNet, et à la fois au CRSNG dans le formulaire d'intention simplifié. Donc, vous allez devoir fournir aux 2 organisations les mêmes documents pour les 3 personnes membres de l'équipe. Et le 2e changement important du programme NOVA cette année, c'est le retrait du critère d'évaluation scientifique portant sur l'EDI, donc le critère à 5 points. En parallèle, on a un maintien des exigences EDI du CRSNG, donc l'analyse, la mise en œuvre des principes d'EDI dans le plan de formation reste une étape éliminatoire pour tous les dossiers au niveau de l'admissibilité des demandes de financement. Donc maintenant, pour le programme NOVA, au niveau de l'évaluation scientifique, il restera 4 critères d'évaluation, c'est les 4 premiers critères. On peut passer à la diapo suivante. Donc, pour les 3 programmes du Continuum dont on vient de vous parler, il va y avoir des webinaires. Le webinaire sur le programme établissement de la relève professorale présenté par Stéphanie, c'est le 16 juillet à 9h30. Pour NOVA, c'est le 17 juillet à 9h30. Et pour le programme projet de recherche en équipe, c'est le 14 juillet à 9h30. Tous ces webinaires sont suivis intègrent une période de questions et de réponses. Vous pourrez vous inscrire à ces webinaires à partir du 9 juillet sur les pages de nos programmes respectifs. Et il y a aussi l'infolettre du FRQ qui est publiée aujourd'hui et qui contient les liens d'inscription vers ces webinaires. Même si les règles de programme vont être publiées seulement le 9 juillet, vous pouvez déjà vous inscrire pour assister au webinaire. Maintenant, je vais passer la parole à Leslie. Merci beaucoup, Margot, et bonjour tout le monde. Je m'appelle Leslie Walsh, je suis responsable du programme Samuel de Champlain. Cette année, il n'y a pas de changement majeur aux règles du programme. Les règles restent essentiellement les mêmes, mais ce que nous avons fait, c'est revoir la présentation de certaines sections, notamment les sections admissibilité et demande, pour que ce soit plus clair du côté québécois et du côté français. Pour les critères d'évaluation, c'est la même chose. Ils demeurent les mêmes que l'année passée, mais il y a seulement un petit changement dans la formulation du sous-critère sur le budget. Donc, avant, on a parlé du prévision budgétaire selon les dépenses admissibles. Maintenant, le libellé est réalisme et application du budget avec les activités prévues. Donc, c'est juste une petite précision. Et finalement, juste un petit rappel important, le formulaire de demande se trouve dans l'ancien portail FRQNet, dans le volet secteur nature et technologie. Donc voilà, c'est l'essentiel pour moi. Merci beaucoup et on peut passer à la prochaine diapo et je passe maintenant les paroles à ma collègue Elsie. Merci Leslie. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc, ce concours s'inscrit dans le renouvellement de l'entente entre le MEIE et le FRQ, secteur nature et technologie. Donc, cette reconduction du programme reprend l'essentiel des concours précédents avec quelques modifications mineures. Outre le CVFRQ et le complément d'admissibilité, les principales modifications au programme sont les suivantes. D'abord, le montant annuel octroyé est de 123 825 $, ce qui inclut les frais indirects de la recherche pour une durée de 3 ans. Concernant l'admissibilité de la personne chercheuse ou chercheur principal, seuls les statuts 1 selon la définition AI ou 3, tels que définis dans les règles générales communes, sont désormais admissibles. On note aussi quelques ajustements aux critères d'évaluation avec une attention particulière portée à la résilience du secteur et à la diversification des débouchés pour l'aluminium. Enfin, 4 nouveaux objectifs viennent aussi s'ajouter au programme.
Tous les détails se trouvent dans le guide d'appel de proposition. Pour ce qui est de l'échéancier, le lancement du premier concours est prévu en juillet 2026. Le webinaire aura également lieu en juillet 2026. La prédemande devra être déposée en septembre 2026, puis la demande complète en janvier 2027. L'annonce des résultats est prévue pour mars 2027. Les dates exactes seront confirmées bientôt. Je vous invite donc à participer au webinaire dont la date sera annoncée prochainement afin d'en apprendre davantage. Donc, merci de votre attention et je passe maintenant la parole à ma collègue Marie. Alors, l'entente pour le programme de recherche en partenariat avec le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation sur l'agriculture durable, le programme est renouvelé. Il est toujours basé sur le plan d'agriculture durable, particulièrement sur les deux premiers objectifs, soit la réduction de l'usage des pesticides et aussi la santé et la conservation des sols. Le renouvellement du volet 1, c'est-à-dire le réseau, va avoir lieu cette année, là, en 2026-2027, avec un budget d'environ 1 million pour 3 ans. Puis, pour le volet 2, le prochain appel à projet devra avoir lieu en 2027-2028 avec un budget d'environ 5,6 millions. On va vous informer là, des dates précises et des détails là, dès que possible. Merci Marie, merci à vous toutes pour les présentations. Donc pour le CETARNT, vous voyez, on inclut le CVFRQ comme tout le monde dans tous nos programmes et tranquillement, on fait la révision de nos critères dans le contexte du chantier E3R. Donc je vous invite à suivre ça de près et à garder ça en tête lorsque vous allez consulter les règles de programme là, qui seront disponibles à partir du 9 juillet. Donc je passe la parole à Alida pour le secteur santé. Merci Catherine. Alida Mouyovi, responsable de programme secteur santé. Donc, je vais vous présenter les nouveautés au niveau des bourses de carrière. Les bourses de carrière santé, vous savez, il s'agit donc des bourses de chercheurs boursiers réguliers, chercheurs boursiers cliniciens, chercheurs de mérite et puis chercheurs chevronnés. Je commencerai par dire que nous avons un chantier, donc un chantier qu'on a appelé E3R qui est l'évolution de l'évaluation de l'excellence en recherche. Ce chantier-là a pour but essentiellement donc de mieux reconnaître la qualité, la diversité de la recherche, donc de reconnaître les parcours atypiques en recherche, de mettre l'accent un peu plus sur le qualitatif plutôt que le quantitatif. Et tout ça se fait donc en alignement avec la COARA et la DORA. Donc, nous sommes dans un changement de comportement, changement de manière de faire au niveau donc des bourses de carrière. Les programmes de bourses de carrière, notamment de chercheurs boursiers et de chercheurs boursiers cliniciens, ont été revus donc dans ce sens-là. Les critères d'évaluation ont été reformulés totalement pour pouvoir plutôt mettre l'accent beaucoup plus sur l'aspect qualitatif. Donc, dans ce sens-là, et déjà, quelque chose a été fait cette semaine, en début de semaine. Nous avons fait suivre au bureau de la recherche, donc des universités du Québec, un kit qui comprenait donc les critères reformulés, la nouveauté au niveau du calcul de l'expérience. Nous avons aussi indiqué que nous sommes ouverts tout moment à répondre donc aux personnes qui auraient des questions par rapport à ces concours-là. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, pour les concours de bourse de carrière cette année, donc évidemment, l'utilisation du CVFRQ le CV descriptif donc, mais aussi une nouveauté, l'utilisation de ORCID. Donc, toutes les informations ou tous les renseignements de comment cela se fait et tout, vous pourrez, pour ces renseignements-là, vous pouvez écrire aux personnes responsables des programmes de bourse de carrière ou FRQ, donc au secteur santé, et nous vous donnerons les détails importants donc à ce sujet. Au niveau du calcul de la classification aussi, donc on a revu la façon dont le calcul était fait dans le but de répondre en fait aux demandes de notre communauté et pour pouvoir justement aligner les parcours atypiques, pour pouvoir donc ramener tout le monde, ne pas défavoriser nos chercheurs et chercheuses qui n'ont pas un parcours linéaire en recherche. Troisième diapo, s'il vous plaît.
Donc, tout ce travail-là a été fait, les documents ont été mis à disposition donc, des bureaux de la recherche. Cependant, les lancements donc, se feront le 9 juillet prochain. Donc, les règles seront publiées en ligne. Pour les dates à retenir, la pré-demande pour les chercheurs boursiers réguliers. Donc, la date de pré-demande, c'est le 20 août. Pour les chercheurs cliniciens et les chercheurs de mérite également. Pour la demande complète, les chercheurs boursiers, ce sera le 5 octobre. Les chercheurs de mérite également le 5 octobre. Pour les chercheurs cliniciens et les chercheurs chevronnés, ce sera le 8 octobre 2026. Bien entendu, comme je l'ai dit, nous restons vraiment ouverts à toutes les questions. N'hésitez vraiment pas à nous contacter ou envoyer vers nous les personnes candidates parce que nous savons qu'on est dans un processus de changement, c'est nouveau. Nous avons prévu au mois de novembre, donc au mois de novembre à venir, une formation à l'endroit de nos membres évaluateurs, donc pour les sensibiliser à ce changement-là que nous avons amorcé. Je vous remercie et je passerai donc la parole à mon collègue Michael pour la suite des diapos. Alida, je croyais que tu allais présenter aussi les partenaires pour les bourses de formation et carrière. Mais je peux m'en charger, pas de problème. Donc, nous offrons plusieurs bourses en partenariat et nous travaillons donc avec des partenaires, comme vous le voyez à l'écran. Je ne vais pas reprendre, je ne vais pas relire toute la diapo ou tous les partenaires, mais juste garder à l'esprit que nous travaillons avec ces partenaires-là. Nous apprécions donc ce partenariat-là. Et ces partenaires nous donnent un coup de main ou nous aident, nous accompagnent donc dans le financement des bourses, que ce soit de formation ou de carrière au niveau du secteur santé. Merci. Michael, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, je vais débuter par vous présenter un nouveau programme qui s'appelle Cohésif, dont l'objectif est la mise en place et le soutien d'une infrastructure de recherche dédiée à la collecte et à l'organisation de données en santé humaine et environnementale sous la forme d'une cohorte longitudinale et d'une biobanque. Il s'agit d'un deuxième programme en collaboration avec l'ONIX, en fait, qui est l'Observatoire national des incidences des émissions de contaminants sur la santé et l'environnement, un observatoire qui est basé dans la ville de Rouyn-Noranda. Donc, en gros, sommairement, en fait, ce sera un octroi d'une durée de 5 ans pour un montant de financement de près de 2 millions de dollars, donc une infrastructure quand même d'envergure. Donc, le lancement a été fait le 4 juin dernier, il y a de cela 2 semaines. Un webinaire a été organisé le 11 juin dernier, disponible sur la page web des règles du programme. La date limite pour transmettre la demande au FRQ est le 12 novembre prochain et l'annonce des résultats sera faite en janvier prochain. Donc, voilà pour ce programme. Un nouveau programme dont a glissé mot ma collègue Nathalie Roy tout à l'heure, donc le réseau observatoire sur les dimensions entourant la légalisation du cannabis à des fins non médicales et son usage. Donc, vous le devinez, une initiative des secteurs société, culture et santé. Donc, l'objectif, c'est positionner le Québec comme chef de file de la recherche sur les dimensions entourant la légalisation du cannabis à des fins non médicales et son usage, mobiliser les expertises autour de la thématique, favoriser la mise en commun de ressources, encourager la collaboration, ainsi que le développement de nouvelles expertises au sein de la communauté scientifique. Le tout dans une approche, bien sûr, très, très intersectorielle. Et ce réseau observatoire-là, comme son nom l'indique, une fonction d'observatoire, donc de veille stratégique. Durée du financement, 8 ans, financement de 4,8 millions de dollars. Donc, le lancement est tout récent, en juin dernier. Il y avait un webinaire ce matin. La date limite pour les pré-demandes, le 15 octobre 2026. La demande, quant à elle, sera attendue le 24 février 2027. L'annonce des résultats fin avril 2027 pour un début de financement en mai 2027. Voilà pour ceci. Donc, je vous parle maintenant du soutien Michel Stanton-Jean. C'est un programme de soutien qui en est à sa 2e édition.
C'est un programme dont l'objectif est de promouvoir des initiatives en conduite responsable en recherche qui permettront de sensibiliser, former la communauté de recherche, de même que les citoyens et citoyennes en matière de conduite responsable en recherche, entre autres. Tous les secteurs sont bienvenus pour ce programme-ci, mais le secteur santé et le secteur gestionnaire, donc ça se retrouve dans la section santé de votre portfolio électronique, le formulaire. À qui s'adresse ce soutien? Des gens, oui, à la communauté scientifique, chercheurs, chercheuses, mais également la relève étudiante, mais aussi aux personnes œuvrant en conduite responsable dans un établissement gestionnaire reconnu par le FRQ. Donc, un public cible qui est un petit peu différent de l'habitude, si je peux dire. Durée de financement 1 an, un maximum de 2 500 pour des initiatives qu'on qualifie de plus petite envergure et de 7 500 $ pour des initiatives de plus grande envergure. Alors, des dates à retenir. Bon, le lancement a eu lieu il y a environ 2 mois, le 7 avril 2026. Un webinaire a été tenu le 28 avril, disponible sur la page web du programme. La demande est attendue, quant à elle, pour le 7 octobre 2026. Alors, voici pour le soutien. Je poursuis encore avec un programme de soutien à l'organisation de congrès internationaux. Donc, il y a 2 volets, Montréal et Québec. Le volet Montréal en est à sa 12e édition, celui de Québec sa 8e édition, donc ça roule quand même depuis un bon bout de temps. Donc, il n'y a aucun changement aux règles de programme pour le volet Montréal. Par contre, pour le volet Québec, il y a de petits changements aux critères d'admissibilité des congrès. Donc, cela va comme suit. 50% des personnes participantes, donc des congressistes, doivent provenir d'au moins 2 autres pays que le Canada, ceci afin de rehausser la portée internationale des personnes participantes. Et les congrès doivent compter de 150 à 399 personnes pour être admissible à un soutien de 5 000 $ ou compter 400 personnes participantes ou plus pour être admissible à un soutien de 10 000 $. Donc, on a rehaussé la barre du nombre de participants pour pouvoir bénéficier d'un soutien plus important. Petit rappel ici, tous les secteurs sont bienvenus, donc les personnes qui appliquent peuvent autant provenir des secteurs NTSC que santé. Date à retenir, la demande doit être transmise au plus tard le 1er octobre prochain et l'annonce des résultats se fera dans le cadre d'événements officiels, donc ce qui explique pourquoi les dates d'annonce ne sont pas les mêmes selon le volet du programme. Parfait. Bon, il y aura de nouveaux programmes à venir, je vous en glisse quelques mots. Encore une fois, ma collègue Nathalie Roy le mentionnait, il y aura un appel à projet en lien avec l'usage du cannabis à des fins non médicales. Donc, les contours de ce programme restent à définir et ce sera soit le secteur société-culture ou le secteur santé qui en sera gestionnaire. Et d'ici mars 2027, il devrait y avoir la 3e appel à projet en lien avec Tarmac, qui est Transition appuyée et acceptable pour les résidus miniers amianteux au Québec. Donc, un programme que nous avons en collaboration avec l'Observatoire national de l'amiante, l'ONA. Et nous aurons un appel à projet en collaboration avec l'ONIX, aussi un nouveau programme de subvention qui fera suite à Cohésif, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, ça fait le tour pour moi. Donc, je passe la parole à ma collègue Marie-Pierre Cossette. Merci. Bonjour, merci beaucoup. Donc, je vous ai résumé beaucoup sur deux diapos. Donc, simplement vous dire que Audace revient et que cette année, on a enlevé la pré-demande. Donc, on va vraiment s'arranger nous-mêmes pour s'assurer de faire une présélection et des entrevues comme à l'habitude, mais on ne vous demandera pas d'accompagner 2 fois les équipes. Donc, on va directement à la demande, on garde ça quand même simple. Seule chose, on a mis un peu plus l'emphase sur l'audace et la rupture. On a essayé de préciser les objectifs là, pour dire c'est de la construction, de la co-construction audacieuse, par exemple. Donc, on a essayé d'aider vos équipes à pouvoir bien formuler tout ça. Puis, on a rajouté une page justement avec des questions précises imposées. Qu'est-ce qui est de la rupture dans votre projet? Comme ça aide beaucoup à l'évaluation, puis ça empêche vos équipes d'oublier de le mentionner explicitement. Donc, on y est vraiment allé comme ça. On a fait un essai avec Première Audace l'année passée, puis ça a vraiment bien fonctionné dans les demandes.
Ensuite, Dialogue revient aussi également. Et encore une fois, là aussi, on a enlevé la prédemande. Ça a été un petit peu difficile, la prédemande cette année, dernière minute pour ouvrir et tout ça. Puis on s'est dit, pas assez de valeur ajoutée. Je pense que les gens comprennent bien qu'est-ce que Dialogue est depuis les années. Vous les avez bien accompagnés, ils sont capables, il n'y a aucun problème. Donc, on a enlevé la prédemande qu'on essayait d'utiliser pour donner des rétroactions, des conseils aux équipes. Et on a maintenant plein d'exemples. Un guide aussi pour les aider. Donc, plus besoin d'avoir une prédemande, c'est terminé. Et on a aussi pour les volets chercheurs et chercheuses, on a décidé d'enlever aussi la demande d'appui du partenaire officiel. Simplement mentionner qui sont les partenaires qui sont anticipés parce que des projets comme ça peut changer beaucoup. Donc, de là à dire à aller chercher une lettre officielle signée d'un partenaire et surtout que c'est des partenaires des fois qui ont été sollicités par plusieurs équipes en même temps, on essaye de soulager un peu de ce côté-là. Un programme de communication scientifique, ça ne devrait pas être compliqué à appliquer puis à obtenir. Donc, on a vraiment essayé d'y aller au minimum du minimum de ce qu'on pouvait demander tout en étant rigoureux, en sachant exactement ce que les gens ont l'intention de faire. Et on a aussi utilisé l'idée des questions imposées pour certains aspects en espérant que ça va bien fonctionner. On rappelle aussi que les bourses en action climatique là, vont être lancées le 9 juillet. C'est un type supplément doctoral. Pourquoi je dis de type? C'est parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir eu une bourse avec les FRQ pour le demander. Là. Donc, c'est un 12 000 pour ajouter un aspect à un doctorant qui est déjà un doctorat, des travaux doctoraux déjà existants. D'ailleurs, on a enlevé les relevés de notes, le critère d'avancement au doctorat, parce qu'on se fie vraiment sur le consentement du directeur ou de la directrice de thèse. Une fois qu'on sait que la personne a fait 3 sessions, ce qui est obligatoire, qu'on a le OK de la direction de thèse, je pense que pour le reste, on n'en a pas besoin. On s'en servait presque juste pour de l'admissibilité. Donc, on est allé préciser ça avec le partenaire. Plus besoin de ça. Et on a aussi essayé vraiment de clarifier c'est quoi le livrable pour ça, parce que c'est vraiment en action climatique, donc des recommandations pour un comité gouvernemental et tout. Je vous passe les détails, mais on est vraiment allé préciser qu'est-ce qu'on s'attend, c'est quoi le livrable que ça va prendre et puis comment on anticipe le diffuser. On a eu beaucoup de questions des personnes qui déposaient. On espère que ça va vous aider. Donc, j'irai peut-être à la deuxième diapo. Donc, ça, c'était ce qui va être lancé le 9, mais on voulait quand même vous dire qu'il y a 2 programmes qui ont été lancés dernièrement, donc déjà lancés. Scientifique en résidence, la date limite est le 28 juillet. On a lancé, mon Dieu, je trouve que ça fait un petit bout, mais c'est peut-être pas, peut-être le 4 juillet. Non, c'est pas, en mai, on a lancé en mai, voilà, je crois. Et donc, cette année, il y a plusieurs résidences, puis la nouveauté, c'est que les personnes qui veulent essayer le conseil scientifique, c'est le volet gouvernemental d'ailleurs, ils peuvent déposer à plus d'une résidence. Simplement qu'il va falloir qu'ils justifient leur choix en écrivant un paragraphe pour chacune des résidences. Et il y a un petit peu de changement sur le texte. Là, on essaie vraiment que le potentiel de conseil scientifique, puis comment la personne elle se projette dans ce rôle-là, soit un petit peu plus clair dans ce qui est écrit. Donc, si jamais vous aidez des gens avec ça, ben juste de relire un tout petit peu le texte comme tel, là, vous savez, la description qu'on demande, elle a changé un tout petit peu. J'aime aussi rappeler que les prix Relève Étoile, les prix publication en français sont déjà en ligne, le concours, et qu'on les fait atterrir pendant l'été, parce que comme ça nous aide à gérer tous les programmes qu'on a à gérer. Donc, il ne faut pas oublier que soit c'est maintenant que ça se passe avant de prendre les vacances, on dépose rapidement une candidature qui est quand même très courte, vraiment très courte à mettre ensemble, ou bien de s'assurer de ne pas oublier pendant l'été que le 20 août, c'est la date limite pour les prix publication en français, ou bien le 13 août pour prix Relève Étoile. Et moi aussi, dans la marmite, un peu, pour reprendre l'expression de Nathalie, qu'est-ce qui est de retour cette année puis qui va être lancé plus tôt pendant l'automne? Mais sachez qu'engagement revient aussi. Et comme d'habitude, on va tomber dans la période où c'est vraiment les personnes citoyennes qui vont poser des questions. Donc, on est vraiment à ce stade-là. Donc, les questions vont être publiées au fur et à mesure, en commençant en juillet. Mais le formulaire comme tel, une fois que les personnes citoyennes ont interpellé les chercheurs ou vos chercheurs ont interpellé les citoyens,
et qu'ils se sentent prêts à vouloir faire un duo, eh bien, le formulaire ouvre en novembre. Donc, ça, c'est le même calendrier que d'habitude. Donc, ça revient. Là, si vous ne le voyez pas, il est là quand même. Juste vous dire que Première Audace revient encore cette année et qu'on veut vraiment le lancer beaucoup plus tôt. C'est ça notre objectif. Donc, en automne aussi, et en espérant qu'on ait démarché d'autres partenaires pour pouvoir donner encore plus de bourses. Et puis, j'aurai le temps de vous consulter s'il y a des modifications à faire aussi, comme on en avait discuté. Et puis, Démarche croisée revient aussi. Donc, ça va être aussi à l'automne. Et notre programme de création d'entreprises scientifiques et innovantes, donc, est toujours lancé aussi en automne. Je voulais vous rappeler aussi que Talent d'exception, MIFI FRQ, donc c'est géré par la Direction des grands défis, toujours en continu. Si vous voulez envoyer des gens pour une reconnaissance de talent d'exception, c'est en lien avec leur démarche d'immigration. Puis je vous recommande d'aller d'envoyer les personnes vers les bureaux d'immigration. Ils ont des liens directs avec moi quand ils ont des questions et tout ça, donc ils commencent à être très, très habitués de me parler, donc ça, c'est bien. Puis j'ai mis aussi, juste pour votre information, on avait une actualité de diversification de carrière qu'on a mis dans une infolettre en mai. Je vous ai mis le lien parce que si jamais vous avez des personnes candidates qui voudraient voir qu'est-ce que je pourrais faire pour diversifier ma carrière, donc c'est vraiment pour la relève en recherche, mais il y a vraiment là toute la liste des programmes qui sont autour de la diversification de carrière, donc ils vont pouvoir eux-mêmes suivre le déploiement et puis les lancements de ces programmes-là. Donc ça fait le tour pour la Direction des grands défis de société.